On nous avait parlé d'un pays qui avait été très riche et qui était en train de devenir très pauvre. D'un pays où les gens mouraient d'avoir trop consommé de nourriture grasse, d'avoir trop conduit de voitures. D'un pays dont l'argent avait été dilapidé par des financiers sans scrupules et des hommes politiques corrompus. D'un pays qui, en quelques décennies, avait épuisé toutes ses ressources naturelles. Ce pays est très loin de chez nous, à plus de 2500 km au nord-est de l'Australie. Ce pays, c'est Nauru, un confetti isolé au milieu de l'océan Pacifique, quasiment sur l'équateur. Une île gouvernée jusqu'en 1968 par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, indépendantes depuis. La plus petite république de la planète membre des Nations Unies. 20 km², 10 000 habitants. On nous avait parlé de Nauru comme d'une île en perdition. On nous avait parlé de Nauru, mais nous ne connaissions pas encore les Nauruans. Je m'appelle Mystic Jones. J'ai 15 ans et je vais à l'école au Kaiser College. Avant mes 6 ans, je ne me souviens de rien. Mais avant, c'était riche. Ce pays était très riche. À l'époque, les gens ne venaient pas chez nous pour demander à manger. Bonjour, entrez. Mon nom est Richie Halstead, je suis le directeur de l'Office du tourisme. Et voilà mon bureau. Je vous en prie, entrez. Richie, il y a beaucoup de touristes à Nauru? Eh bien, le but de cet Office du tourisme est de faire venir des touristes, mais pour l'instant, il n'y en a pas autant que nous l'espérons. En fait, en ce moment, nous n'avons aucun touriste. Sur toutes les plages, vous pouvez voir ce corail. Mais quand la marée est haute, vous pouvez nager. Mais ce n'est pas aussi agréable que vous pourriez le penser, parce qu'il y a des petits poissons, des petits crustacés. Je ne vais vraiment pas réussir à attirer des touristes en disant ça. Richie nous a raconté qu'avant, la principale occupation des Nauruans, leur loisir préféré, c'était de faire poi-poi. Faire poi-poi signifie faire le tour de l'île en voiture. Même en roulant lentement, une demi-heure suffit. C'était au temps où toutes les voitures roulaient. Ça, c'est une indication de ce qu'était Nauru avant. Nous avons acheté beaucoup de choses et elles ont fini ici.
Vous pouvez voir ces voitures, elles ont coûté des milliers et des milliers de dollars. Et si vous faites la somme de tout ça, ça dépasse probablement plusieurs millions de dollars. Les gens ne faisaient rien pour garder les choses en bon état, parce qu'ils avaient de l'argent. Et quand c'était usé, ils jetaient pour acheter autre chose. J'étais jeune à l'époque, je ne me souviens pas vraiment de comment c'était quand nous étions vraiment riches, mais je me souviens de certaines attitudes, de gens qui donnaient ce qu'ils avaient. Un ami venait les voir, « Oh, j'aimerais bien ça, ok, prends-le. Je veux ta voiture, tu me la donnes? Ok, prends-la ou reviens dans un mois pour mon anniversaire, je te la donnerai à ce moment-là. » Les Naourouans peuvent se plaindre du gouvernement et demander « Où est passé l'argent ?» Mais ils doivent aussi regarder autour d'eux et voir tous ces déchets. Voilà où est l'argent. L'argent de Nauru venait de la terre, une terre gorgée de phosphate très pur, résidu du guano déposé par les oiseaux. Une terre exploitée par les colons, puis, après l'indépendance, par les Naourouans eux-mêmes. Une pluie d'argent est tombée sur le pays et ses habitants. Les oiseaux ont mis des millénaires à enrichir la terre de Nauru. Les hommes ont mis un siècle pour la détruire. Alors d'abord, on enlevait la terre, puis on creusait pour prendre le phosphate. Quand on atteignait les pinacles, les concrétions de corail, on creusait autour. La terre était riche en phosphate. C'était de très bonnes terres. Beaucoup d'arbres, de végétation, des fruits. Mais maintenant, ce n'est plus que de la pierre. C'est dévasté, inutilisable. 2/3 de l'île a disparu. Cette personne qui vient vers nous, c'est Briar Rose. Briar Rose est la raconteuse d'histoires de Nauru. Beaucoup de gens la consultent lorsqu'ils veulent connaître les histoires de l'île. Le bon vieux temps, ça veut dire quand l'argent du phosphate tombait tous les 3 mois. Et pas seulement pour les propriétaires terriens, parce que les Naourouans ont le sens du partage. Par exemple, si c'est le tour de mon ami Areta, sa terre a été creusée, mise dans un bateau et envoyée dans un pays étranger, dans le monde entier. Je suis contente aussi, parce que je sais qu'elle va me donner 10 000 ou 20 000 livres. Et si c'est ton tour de recevoir tes royalties du phosphate, tout le monde vient, te demande de l'argent. On partageait. Il n'y avait pas les riches d'un côté et les pauvres de l'autre, puisque tout le monde était riche à cette époque. C'était ça, les jours heureux. J'ai grandi à cette époque où l'argent n'était jamais une question. Tout le monde avait plus d'argent qu'il en avait besoin. La vie était comme une grande fête. Je me rappelle les 50 ans d'une de mes tantes. Il y a eu une très grosse fête avec beaucoup de gens. Les Naourouans avaient l'habitude de faire des cadeaux énormes. Des lits, des garde-robes, des costumes. Un groupe apportait 50 oreillers, un autre avait un arbre d'argent, au sens propre. Un arbre avec des billets de $50 accrochés aux branches. La majorité de l'argent venait des royalties du phosphate. Il n'y avait aucun effort à faire pour le gagner. La plus grande partie a été jetée pour avoir une belle vie.
C'est le côté négatif. Pas grand-chose a été fait pour préserver l'avenir, pour faire des économies. En faisant le tour de l'île, on a du mal à imaginer ce pays du temps de sa splendeur. Les maisons neuves, les voitures rutilantes, les hors-bords. Au lieu de ce paysage dévasté. On dirait qu'une guerre a eu lieu ici, une guerre sans armes. Il ne reste rien, pas de photos, pas d'images, seulement des souvenirs et des regrets. Okay, let's go. Yeah. Une chose à savoir en ce qui concerne la médecine, il y a d'un côté la théorie clinique et de l'autre la réalité de l'environnement dans lequel vous travaillez. Et la réalité, c'est que c'est un hôpital avec très peu de moyens et qui ne dispose pas d'une équipe médicale 24 heures sur 24. Et là, vous avez une patiente qui présente un très gros risque d'éclampsie qui arrive à terme ce week-end. Il faut donc que vous régliez ça avant de partir en week-end. Nous avons un taux très élevé de diabète et d'autres maladies chroniques, ce qui cause une très faible espérance de vie, en particulier chez les hommes. Elle est seulement de 49 ans, et pour la population générale de Nauru, c'est 55 ans. C'est vraiment les conséquences de l'époque où Nauru était très riche. Les gens s'achetaient de la nourriture industrielle, riche en graisse et en sel, toute cette nourriture malsaine importée, et les gens avaient beaucoup de voitures, beaucoup de véhicules. Ils n'avaient pas besoin de marcher, pas besoin de travailler. C'est à cette époque que nous avons développé beaucoup de ces maladies du style de vie. En termes de santé, nous payons le prix de cette belle vie. En termes économiques, nous payons le prix de la mauvaise gestion de cette belle vie. L'équipement avant, c'est bien. Maintenant, ça ne va plus. C'est vraiment triste pour tous ces enfants. Nous n'aurions jamais pu imaginer que ce serait comme ça un jour. Mystique est déjà une championne sur l'île. Elle est jeune. Elle se développe bien. Elle a des qualités pour le sprint. Récemment, elle a fait 12-21 au 100 mètres, le jour de la fête de la Constitution. Et je suis très content de son temps. C'est le record national. Le problème, ce sont les équipements. On n'a pas de piste d'athlétisme. On ne peut pas faire un bon entraînement, parce qu'on doit faire ça sur la route, ou là-haut, sur le plateau. Et si on avait un bon équipement et de la bonne nourriture... De la bonne nourriture? Oui, de la bonne nourriture. Nous, les Nauruans, nous ne mangeons que du riz, et du porc, et de la viande.
Mais on n'a pas de légumes à mettre dans nos assiettes. Tous les légumes, on doit les importer d'Australie ou d'ailleurs. Et si vous voulez devenir un bon athlète, il vous faut un bon régime alimentaire et de bons équipements. Tout ce dont on a besoin, on ne l'a pas. C'est quand même drôle, ce pays est devenu riche grâce au phosphate, et le phosphate sert comme engrais dans l'agriculture. Mais à Nauru, plus rien ne pousse. C'est normal, il n'y a presque plus de terre, juste des cailloux. Tout doit être importé. Et comme Nauru est isolé et en quasi-faillite, le coût du transport et du fret est l'un des plus chers du monde. Richard, où en est-on avec le cargo? Ok, je passe te voir pour te donner l'argent pour payer les opérations de débarquement. Je m'appelle Sean Oppenheimer. Je suis le manager général de cette entreprise familiale. Nous sommes les plus gros commerçants privés de Nauru. Nous importons la majorité des biens nécessaires à l'île chaque mois par bateau. Nous opérons dans des conditions très difficiles. Les charges ici sont très élevées. L'électricité est très chère. Le courant est souvent coupé. Nous devons avoir un générateur de sécurité. Le diesel coûte très cher. Travailler ici coûte beaucoup d'argent. C'était bien avant. À l'école, nous avions des professeurs australiens et néo-zélandais. La qualité de l'éducation était bonne. Les écoles disposaient de matériel. Nous avions des livres, des cahiers, des crayons. Nous avions des avions, 5 avions qui venaient et repartaient tout le temps. Les gens voyageaient. Nous avions plein de bateaux qui allaient et venaient tout le temps. Cet endroit était très vivant jusque dans les années 90. Et d'un coup, bang! Tout ça a changé si vite. C'est très calme maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bateau? Vous savez que la barge a coulé. Il restait un trou dans la coque qu'on n'avait pas vu. Vous pensez commencer à débarquer aujourd'hui? On est près de l'autre côté? Où sont vos containers? Au sommet? Nous attendons les seuls containers réfrigérés. Alors on va avoir de la nourriture décente ce week-end? J'espère. Ma femme et mes enfants arrivent ce week-end, alors j'attends ça pour moi aussi. Le port, c'est le cordon ombilical de Nauru. Tout doit marcher ici, sinon vous ne pouvez rien recevoir. Pas de biens, pas d'essence pour les avions, rien. Le moindre problème ici provoque des retards qui ont des répercussions importantes sur toute l'île. C'est vraiment difficile, il n'y a pas d'argent pour renouveler tout ça. Vous voyez la grue là-bas? Les gars ne l'utilisent pas. Ils doivent utiliser une autre. La grue ne marche pas non plus? Si, celle-là marche. C'est la grosse grue qui ne marche pas. C'est trop vieux. Parfois sur le bateau, il y avait plus de 100 voitures. 100 voitures, je ne plaisante pas. Et uniquement pour les gens d'ici. Dans n'importe quel pays avec autant d'argent, tout le monde aurait fait pareil. Les gens étaient vraiment accoutumés à un mode de vie occidental. Pourquoi cette époque est-elle finie? Je pense que les anciens gouvernements sont responsables. C'est un tel gâchis.
Nos leaders nous ont dit, même s'il n'y a plus de phosphate, vous continuerez à nager dans l'argent grâce à nos investissements à long terme. Il y en a tellement que vous allez nager dedans et peut-être même vous noyer dedans. Vous n'avez pas à vous faire de soucis pour l'avenir une fois que cette terre sera finie d'être exploitée, parce que nous avons fait des provisions pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, jusqu'à la fin des temps. Nous avons du mal à comprendre. Comment un pays peut-il s'effondrer ainsi d'un coup? Pourtant, la belle vie aurait pu durer. Nauru avait investi son argent dans l'immobilier dans le monde entier. De bons placements, comme disent les banquiers. Mais ils sont tombés sur plus malin qu'eux. Des Occidentaux leur ont vendu très cher des conseils douteux. Leurs dirigeants ont succombé à la corruption. Pour garder le même train de vie, il a fallu emprunter de l'argent à des multinationales. Et pour rembourser, il a fallu tout vendre. Les immeubles, les bateaux, les avions. Un drame banal du surendettement, sauf que Nauru n'est pas une personne, mais un pays indépendant, un membre du concert des nations. Il y a eu des tentatives faites par les anciens gouvernements quand ils ont compris que le phosphate allait s'achever. Pour tenter de maintenir des sources de revenus, ils ont essayé plein de choses. Par exemple, des banques offshore et la vente de passeports. Malheureusement, la façon de faire cela, c'était mal organisé, mal géré, sans aucune comptabilité. C'était la porte ouverte aux abus, et il y en a eu. C'est une combinaison de plusieurs choses. Une mauvaise gestion, de très mauvaises décisions, des conseils douteux, un peu de corruption délibérée et une façon de faire à l'époque qui ne prenait pas en compte l'intérêt collectif. Tout cela nous a conduit à ces problèmes. J'ai des alternatives. Je pourrais vivre ailleurs. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai le sentiment qu'avec cette affaire familiale, nous avons des obligations envers les nôtres. Ce n'est pas aussi simple que de dire « je fais mes bagages et je m'en vais ». J'aime vivre ici. C'est ma maison. Avant, nous avions une large gamme de produits différents. Maintenant, c'est réduit à l'essentiel. Ça ne sert à rien de commander des choses que les gens ne peuvent plus se payer. Le magasin est rarement plein. Le seul moment où ça arrive, c'est quand le gouvernement paye ses employés. Mais avec 140 $ tous les 15 jours, vous n'achetez qu'un sac de riz, du sucre, de la farine, et il ne vous reste pas grand-chose. Les Nauruans sont pauvres. En soi, ce n'est pas très original, c'est le lot tristement banal des 3/4 de la planète. Par contre, ce sont les seuls à savoir ce que c'est d'avoir été riche. Et c'est sûr qu'au quotidien, c'était mieux. Le courant est coupé, alors nous faisons la cuisine dehors. C'est devenu quelque chose d'habituel pour les Nauruans. Et ça, c'est la page d'une encyclopédie que nous avons déjà lue. Non, ça vient de la décharge. On lui a trouvé une utilité. C'est juste pour démarrer le feu. La centrale électrique fonctionne. Le générateur est en bon état,
mais je pense qu'on essaye de faire des économies d'essence. Le courant est coupé 2 fois par jour, une fois pendant la journée vers 11 h du matin pendant 4 heures, et plus tard le soir vers 8 heures. J'ai appris à faire le riz avec un rice cooker automatique. Tu le branches, t'appuies sur marche, tu reviens une demi-heure plus tard et c'est cuit. Là, il faut bien contrôler la cuisson, sinon le riz brûle. Et on en a brûlé pas mal avant de comprendre. Nous avons dû apprendre. Ça, c'est notre principale citerne d'eau. C'est assez sale autour parce que nous n'avons pas de sac poubelle pour mettre les ordures dedans. Mais un jour ou l'autre, on nettoiera. Voilà mon réservoir d'eau. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de trous. C'est rouillé et ça s'est cassé. C'est une citerne gratuite donnée par le gouvernement. Et ça, c'est mon système de collecte d'eau. Mais il est tombé. Il est supposé amener l'eau dans la citerne, mais le tuyau est cassé. Il faudrait que j'en trouve un nouveau, mais c'est très difficile à trouver à Nauru. À moins que quelqu'un me donne le sien. En tout cas, je ne peux plus récupérer l'eau. De toute façon, c'est pas très important vu que la citerne est pleine de trous. Je pompe aussi de l'eau du sol, mais elle n'est pas bonne à boire. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop saumâtre, trop salée, le goût n'est pas bon. Pour la lessive, le nettoyage, la douche, on utilise l'eau du sol. Pour boire et manger, on prend l'eau de pluie. En ce moment, on a plutôt de la chance avec l'eau. Il pleut un peu tous les jours et une fois par semaine environ, il y a une forte pluie. Il suffit d'enlever ce couvercle et ça se remplit. On se sert de cette eau-là. C'est assez sale, mais en la filtrant et en la faisant bouillir, on enlève les bactéries, on peut la boire. Je vérifie. Non, là, c'est pas cuit. Encore quelques minutes. Voilà mon frigo. Il est vide. C'est mon seul frigo. J'ai juste du poulet pour ce soir. Une fois que ce frigo sera cassé, et ça ne va pas tarder, je ne pourrai pas m'en offrir un autre. Un écran moderne, mais il est cassé. Je l'ai mis comme ça parce que j'ai essayé de le réparer moi-même. Je ne peux pas me payer les services d'un technicien. Alors je l'ai ouvert pour voir à l'intérieur si je pouvais rebrancher tout ça, mais ça ne marche pas. Mais bon, ce n'est pas très grave parce que l'émetteur de la télévision nationale est cassé lui aussi. Alors on ne peut recevoir aucun signal. Tu sais, nous avons des problèmes économiques à cause de la génération précédente, celle de mes parents. Souvent, je les accuse. Nous en sommes là à cause de votre incompétence. C'est une façon de blaguer, bien sûr. Nous souffrons, alors il vaut mieux en rire, sinon c'est la mort. This is very dangerous to Nos salaires ont baissé, mais les prix des biens et des marchandises, eux, ont augmenté. Chaque employé à Nauru, travaillant pour le gouvernement ou pour la plupart des entreprises publiques, touche le salaire de base, qui est de $140 tous les 15 jours. Ces $140, c'est vraiment le minimum pour tenir 2 semaines. Et souvent, ça ne suffit pas. Généralement, au bout de 2 semaines, on n'a plus d'argent et plus rien dans le frigo.
Je ne dirais pas que des gens meurent de faim, mais certaines familles n'ont pas assez à manger, et ça pèse sur les autres familles. Nous n'en sommes pas encore à fermer notre porte aux autres, à leur dire « Pars d'ici, c'est ma nourriture ». Non, nous n'en sommes pas encore là. On partage encore, c'est dans notre culture. Mais il va falloir qu'on s'en débarrasse, parce que maintenant, nous sommes dans le monde civilisé. Maintenant, nous devons faire la compétition comme le reste du monde. En passant devant le siège du gouvernement, une question nous vient. Quel est l'avenir de ce pays éloigné de tout, qui s'effondre dans l'indifférence générale ? Car s'il n'y a plus de phosphate à Nauru, quelle importance ? Les acheteurs en trouveront ailleurs. Il y a d'autres terres à creuser sur la planète. Mais il n'y a rien d'autre à Nauru. Rien d'autre qu'encore un peu de phosphate. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, l'extraction du phosphate avait littéralement cessé. Toutes les machines étaient cassées par manque d'entretien dans l'industrie du phosphate à Nauru depuis 10 ans. Par chance, il reste encore un peu de phosphate primaire. Et une compagnie australienne a investi dans la remise en route des équipements pour permettre à l'extraction de reprendre. Et ça va fournir quelques revenus et surtout pas mal d'emplois dans les 3 prochaines années. Y compris moi, nous sommes 27 travailleurs. Avant, nous avions 3 équipes de 90, 100 personnes chacune. Ça n'a rien à voir. Vous voyez la terre marron, c'est là où il y a le phosphate. C'est ça que nous récupérons. La pierre blanche, nous ne la voulons pas, car elle contamine le phosphate et fait baisser son prix sur le marché. Il l'envoie outre-mer, en Australie, en Inde et en Corée du Sud. En exploitation primaire, il reste 12 à 15 hectares, c'est tout. Et cette terre derrière vous, vous ne la creusez pas ? Pas encore. Le propriétaire doit donner son accord. Après, on viendra creuser aussi ici. Je n'aime vraiment pas détruire les arbres et les oiseaux. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons extraire le phosphate pour avoir de l'argent. En même temps, nous faisons des essais en vue d'une exploitation secondaire. Et pour l'instant, les résultats sont très prometteurs. La qualité du phosphate est très bonne, mais c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher. Et le profit qu'on pourra en tirer sera sans doute beaucoup moins important que dans le passé. Mais si ça peut fournir du travail dans les 20 ans qui viennent, même si ça rapporte moins pour le pays, c'est une bonne chose. Nous voulons nous assurer qu'à l'avenir, l'exploitation n'ira pas sans la réhabilitation des terres. Nous ne voulons pas repartir pour 20 ans d'extraction et nous retrouver comme aujourd'hui avec des terres inutilisables.
L'exploitation secondaire, ça consiste à casser les blocs de pierre et d'aller creuser plus profondément. Si on creuse plus et qu'on trouve à nouveau du phosphate, l'argent reviendra à Nauru. Oui, c'est ça l'avenir de Nauru. Le phosphate qui est en dessous. Décidément, on tourne en rond sur cette île. L'avenir et le passé se confondent. À quoi ça rime de continuer à creuser? On imagine Nauru dans quelques dizaines d'années, avec un grand trou au milieu. Cela s'arrêtera-t-il avant d'atteindre le centre de la Terre? C'est ma tante, l'an dernier. On a l'habitude de venir se promener ici et on a décidé d'écrire nos noms. C'est pour la postérité quand tu auras gagné beaucoup de courses? Avant, c'était un stade d'athlétisme. Où vous couriez quand vous étiez jeune? Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est un camp de réfugiés. Ils les mettent dedans. Nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Ça nous donne du travail. Sinon, nous n'avons pas d'argent. Il y a combien de réfugiés? En ce moment, seulement 2. Tous les autres sont partis. Je ne sais pas où ils ont immigré. On est d'accord avec ça. Si le gouvernement dit que c'est le mieux, on est d'accord avec ça. Nous avons bien peur que l'avenir de Nauru se niche derrière ces arbres, loin de nos regards, puisque nous n'avons pas eu le droit de nous en approcher. Cette ressource est inépuisable. Les migrants du monde entier qui fuient les guerres et les oppressions et cherchent l'asile dans les pays riches. Depuis 2001, l'Australie paye Nauru pour garder ses camps sous l'égide d'une organisation internationale. L'OIM s'occupe de la gestion de ces centres de traitement délocalisés au nom du gouvernement australien. Ça veut dire que nous fournissons la nourriture, l'abri, les soins sanitaires de base, les services sociaux et d'autres services aux migrants, le temps qu'on traite leurs demandes. Traitement, ça veut dire que leur demande d'immigration ou leur demande d'asile politique est en cours d'examen et qu'ils sont hébergés ici, et nous faisons cela au nom du gouvernement australien. Jusqu'à présent, 1200 demandeurs d'asile sont passés par ces 2 camps. 1200 personnes. La caméra m'a été envoyée par des gens qui étaient ici en Australie et qui nous soutenaient. Ils voulaient qu'on montre comment était notre vie à Nauru. Au début, nous n'avions pas le droit d'utiliser la caméra parce que c'était considéré comme une critique du gouvernement de montrer comment ça se passait dans le camp. Donc on le faisait clandestinement, on avait mis la caméra dans une boîte. Horrifying story of being in the water and almost drowning. The seamen were drowning around her. The interviewer asked her, "Can you think of something before you were married?" Pendant 7 mois, il n'y a pas eu d'électricité du tout. À Nauru, il fait toujours chaud, il n'y a qu'une seule saison. Les gens ont eu des infections aux yeux, il y avait des restrictions d'eau, il fallait faire la queue pendant 1 heure pour prendre une douche. Si vous arriviez à temps dans la queue, ça va. Sinon, vous deviez attendre le lendemain. Des gens ont développé des problèmes psychologiques et des maladies mentales parce qu'ils sont restés longtemps dans ces centres de détention. Et il y a encore 2 d'entre nous à Nauru. Open the borders, close the camps, free the refugees. Open the borders, close the camps, free the refugees. Open the borders, close the camps, free the refugees. Open the borders, close the camps, free the refugees.
Je m'appelle Julian Burnside. Je suis avocat en Australie. Actuellement, je défends les 2 réfugiés irakiens qui sont encore retenus à Nauru. Le point principal de la solution pacifique, c'est que les demandeurs d'asile qui tentent de rejoindre l'Australie sont interceptés par les autorités australiennes et envoyés contre leur volonté dans un autre pays. 2 pays ont accepté cette politique. L'un est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'autre c'est Nauru. Quand ils sont dans ces pays, ils sont hors de protection de la loi australienne. Ils doivent juste attendre de savoir s'ils sont admis comme réfugiés ou non. Ils n'ont pas le droit de demander un visa australien. En substance, l'Australie kidnappe des gens en pleine mer et les empêche de demander l'aide et la protection de l'Australie. Je m'appelle Mohamed Sagar, j'ai quitté l'Irak avec ma famille pour aller en Iran. J'ai passé 4 ans en Iran et après j'ai voulu venir en Australie par bateau. J'étais dans un bateau dont tous les passagers ont été envoyés à Nauru. Mon statut de réfugié n'est toujours pas déterminé et je suis toujours à Nauru après 5 ans. C'est ici l'endroit que vous préférez à Nauru? Évidemment, c'est le meilleur endroit de Nauru. Ici, j'oublie tout. C'est un autre monde. Au début, le gouvernement australien disait qu'il protégeait ses frontières, en essayant de garder les demandeurs d'asile loin de l'Australie. Ils nous appelaient des migrants illégaux, ce qui est un terme erroné pour parler de demandeurs d'asile. Ici, c'est une prison, bien sûr. Parfois, je me sens exilé parce que je suis en dehors du monde. C'est l'incertitude permanente. Je ne sais pas où est la solution à mes problèmes. Je ne sais pas où je vais aller, quand je vais partir. Je ne sais rien. Rien du tout. This one we're connecting to now is the Radio Pacific music server. Super. No. Not this one. Not this one. I have it already installed. Ça marche. Actuellement, j'ai un privilège qu'aucun demandeur d'asile n'a eu avant moi. C'est la première fois que ça arrive. Je suis impliqué fortement dans la vie quotidienne à Nauru. Au début, j'ai vu qu'il avait des compétences en informatique. D'abord, je lui ai demandé d'être assistant de laboratoire comme volontaire. Il était bon, et il y a 3 semaines, on lui a fait un contrat. Nous avions besoin d'aide à cette époque, et le gouvernement de Nauru a, je crois, sollicité l'Australie pour une assistance. Les Australiens ont dit « Ok, nous avons de l'aide pour vous, mais en échange, vous devez faire ça. Vous devez établir des camps et garder ces gens. » Il y avait des conditions, bien sûr, que ça n'affecterait pas les systèmes de santé et les systèmes d'éducation de Nauru, mais évidemment, ça les a affectés. Les hôpitaux ont eu beaucoup de travail supplémentaire parce que les réfugiés ont fait une grève de la faim, et les hôpitaux ont dû soigner tous ces grévistes de la faim. Je ne pense vraiment pas que Nauru a eu le choix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une opportunité. Ça nous rapporte de l'argent, nous avons à nouveau des services, l'électricité, ça s'améliore, il y a moins de coupures. Apparemment, nous avons des livraisons régulières de carburant. C'est comme être dans une famille ici. Ils me traitent comme quelqu'un qui attend une solution et qui ira continuer sa vie ailleurs. Mais je n'oublierai jamais ce pays. Je pense que quand je serai parti, en tout cas j'espère que ça arrivera après quelques temps, je reviendrai à Nauru voir mes amis. Et si un jour les Nauruans doivent quitter leur île parce qu'il n'y a plus rien à en tirer, qu'ils deviennent des réfugiés écologiques, comme leurs voisins des Tuvalu menacés par la montée des eaux, qui les accueillera? L'Australie les enverra où? Sur la Lune?
En attendant ce jour, l'ancienne puissance coloniale se sert de Nauru. Malgré les oppositions et les témoignages des anciens détenus de l'île perdue, des demandeurs d'asile birmans ont rejoint Mohamed Sagar. Avoir ces camps, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à cette île. En tout cas, depuis la crise financière. Car ça permet d'attirer l'attention sur les problèmes de Nauru. Sans cela, le monde aurait peut-être oublié Nauru. Je me rappelle il y a longtemps, quand nous étions enfants, nous allions camper au sommet. C'était beau. Ce n'est plus possible aujourd'hui parce qu'il n'y a plus rien. Le gouvernement actuel cherche des méthodes pour réhabiliter l'environnement de l'île. Nous en verrons peut-être le début de notre vivant, mais pas le résultat final. Le but de cette course, c'est de sélectionner un athlète de moins de 19 ans pour représenter Nauru au prochain championnat du monde junior d'athlétisme. Et pourquoi un seul? Parce qu'il n'y a de l'argent que pour un seul. C'est la fédération d'athlétisme qui paye. De nos jours, il n'y a plus d'argent, en particulier dans le sport. On ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent pour le sport. Donc on dépend des dons de l'étranger. Une blessure. Après, on met de la glace. C'est le sang qui bloque. Je suis toujours blessée après les courses. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de cette piste. Elle est dure. Je veux voyager tout autour du monde, faire les compétitions, aussi les gagner, obtenir une médaille d'or aux Jeux Olympiques, battre le record du monde. Tu penses que ta vie va changer grâce au sport? Oui, je le pense. Ne plus vivre ici, comme tous les Narouans, qui souffrent de la corruption des gouvernements. Tu voudrais vivre dans un autre pays? Oui, en Australie, ou peut-être en France. Je suis optimiste pour l'avenir. Je pense que Nauru peut être une nation indépendante avec une qualité de vie raisonnable pour ses habitants. Le défi, c'est d'atteindre un niveau de vie acceptable. Nous ne nous attendons pas à retrouver le niveau de vie du passé, et ça doit être compris par tout le monde à Nauru. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de Nauruans, en particulier les plus âgés, savent maintenant parfaitement « Nous ne reviendrons jamais à ce que nous étions, mais nous aurons un niveau de vie qui rendra la vie agréable à Nauru. »
Nous avons fait un dernier tour de l'île avant de partir pour saluer tous nos amis de Nauru. Nous nous sentions très loin du monde occidental et pourtant tellement près. Nous avons appris une leçon. La décroissance forcée n'empêche pas la bonne humeur. On pourra au moins continuer à rire pendant l'écroulement de notre planète Terre. Mais ce n'est pas pour demain. Tant qu'il reste encore un peu de phosphate pour remplir nos bateaux. Le centre de l'île est dévasté, les récifs de corail sont morts tout autour de l'île. Actuellement, nous dépendons du phosphate, mais nous n'en avons plus. Nous sommes une nation qui a probablement été ruinée par le phosphate. Nous aurions pu faire attention à la façon dont ça affectait notre environnement. Nous aurions pu faire attention à recycler ou à réutiliser ce que nous achetions à l'étranger, au lieu de dépenser tout l'argent et de jeter ça sur les plages ou à la décharge. Nous aurions pu au moins faire tout ça de façon durable, mais nous ne l'avons pas fait.